Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député de la seconde circonscription, Nicolas Metzerf, qui est également président de Génération NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, beaucoup de sujets d'actualité sur lesquels vous interrogez. On va commencer par le schéma institutionnel commun que les loyalistes ont présenté récemment. Les loyalistes, c'est-à-dire, on le rappelle, les Républicains calédoniens, le MPC et Génération NC. Alors, vous proposez un pays intégré dans la République française. Pour vous, ça se traduit comment ? Déjà, il faut saluer la démarche unitaire qu'on a eue avec Sonia Backès et Gilles Brial, parce qu'on voit bien que ce week-end se profile le congrès du FLNKS, où notamment entre l'Union calédonienne et le PALICA, ils vont se mettre sur une position commune face à l'État. Et donc, je crois que c'était important que nous puissions aussi mettre en commun nos divergences pour essayer de les aplanir et construire quelque chose de commun. Enfin, il manque encore au moins le rassemblement et peut-être Calédonie ensemble. Oui, alors bien sûr, mais déjà, vu qu'on était organisé en groupe loyaliste entre ces trois partis que vous avez cités, il fallait au moins qu'on se cale déjà entre nous avant d'aller voir effectivement les deux partenaires qui restent. C'est désormais chose faite. Donc il y a une dynamique unitaire qui est enclenchée chez les non-indépendantistes, c'est à souligner. Et j'espère que cette dynamique unitaire va emporter l'adhésion du Rassemblement et de Calédonie ensemble. Alors ensuite, un pays intégré, c'est quoi ? Un pays intégré, il n'est pas à côté, il n'est pas dehors, il n'est pas associé, il est dedans. Voilà, c'est ça. La Nouvelle-Calédonie, elle est dans la France. Et c'est le projet du pays intégré, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, on veut qu'elle soit intégrée à la République française. Il y a différents types de décolonisation qui sont prévus par l'ONU. Il y a l'indépendance, il y a l'association et il y a l'intégration. Et donc nous, on a choisi l'intégration. Le mot pays, ça vous dérange pas, même si on sait que c'est un terme un peu controversé parce Non, que... mais ça, c'est vous, Elisabeth. Mais ça il n'y a pas que moi. Non, mais c'est rentré dans le langage courant. Le mot pays, on sait très bien que ça n'a pas de valeur juridique. Pays basque, pays de la Loire. Un pays, c'est une zone géographique, tout le monde le sait. Il n'y a pas derrière de volonté d'une souveraineté ou d'une plus grande autonomie. Voilà. Et puis, pays, c'est mieux qu'État. Hein. Donc, on dit pays parce que les gens disent pays. On fait d'ailleurs des lois du pays au Congrès. Hein. Voilà, donc ça choque personne. Je crois que l'idée, c'est vraiment l'intégration. Alors, le principe, c'est un renforcement des provinces, mais un maintien de l'échelon Calédonie. Ça Alors, veut dire, le principe... vous n'aimez pas le terme renforcement des provinces. Hein. Oui, voilà. Non, mais parce que vous savez, les équilibres sont difficiles à trouver. Il y avait quand même deux tendances, hein, l'hyperprovincialisation qui était plutôt portée par Sonia Backès et la suppression des provinces qui était portée par Génération NC. Donc, vous savez, les mots ont un sens et ils font partie d'un équilibre global qui permet de tenir l'unité non indépendantiste. Donc il ne faut pas essayer, chacun, je pense, de tirer la couverture à soi pour essayer de démontrer qu'il y en a un qui a plus gagné que l'autre. Non, je crois que c'est le mouvement loyaliste qui a gagné dans sa globalité. Donc c'est quoi qui était important ? Moi, je l'avais toujours dit, même pendant la campagne des législatives où j'avais le soutien de Sonia. J'avais dit, si les provinces devaient demeurer, elles ne pourraient pas être des outils au service de la partition. C'était ça mon discours sur les provinces. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à cet équilibre-là. C'est-à-dire que il y a d'un côté des provinces qui sont fortes, comme elles le sont aujourd'hui. Hein. Les provinces sont aujourd'hui des institutions qui sont stables, qui sont démocratiquement efficaces, parce qu'elles sont assises sur des majorités. Et donc, ce sont des institutions qui sont fortes. Ça vous en êtes convaincu aujourd'hui ? Parce que vous étiez quand même allé jusqu'à prôner la suppression des provinces. Bien sûr que... Là, vous estimez qu'effectivement, il faut les maintenir. Non, mais après, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que... Personne, à part Génération NC, ne portait la suppression des provinces, ni dans le mouvement non-indépendantiste. Le Rassemblement était pour aussi une hyperprovincialisation. Calédonie Ensemble est pour une sorte de statu quo. Et les indépendantistes ne voulaient pas non plus une suppression des provinces. Donc, nous, on n'allait pas continuer à chanter tout seul au milieu de la plaine quand on voulait supprimer les provinces. Non, mais il y a une phrase du général de Gaulle qui dit « Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités ». Donc, je suis fondamentalement toujours au fond de moi pour un pays centralisé, avec un gouvernement, etc. Mais tous mes partenaires me disent, écoute Nicolas, nous on veut conserver les provinces parce que c'est l'héritage des accords de Matignon. Ok, très bien, mais moi je vous préviens, je ne veux pas qu'elles soient au service d'une partition de la Nouvelle-Calédonie, d'une division de la Nouvelle-Calédonie, parce que pour moi la Nouvelle-Calédonie, elle est une et indivisible. À partir du moment... Personne d'ailleurs ne veut une partition. En fait, tout le monde réclame une Calédonie une et indivisible. Voilà. C'est une subdivision administrative, hein, les provinces. Exactement. Donc à partir du moment où on est d'accord sur le principe philosophique et politique, ensuite c'est plus facile de décliner les choses. C'est-à-dire qu'on a des provinces qui demain seront fortes, avec aussi une institution pays qui va garantir l'unité des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Reste à définir, parce que ça, on n'est pas encore rentré dans ce détail-là, quelles compétences
à quel échelon, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aux provinces, qu'est-ce qui va à la Nouvelle-Calédonie. J'ai ma petite idée, Sonia a sa petite idée, Gilles Brial a sa petite idée. Mais je crois que l'important, c'était qu'on arrive à se mettre d'accord sur des dénominateurs communs. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, oui, des provinces fortes, oui, une institution pays qui garantit l'unité, et oui, au pays intégré. Mais alors, l'échelon Nouvelle-Calédonie, donc il est conservé, et encore une fois, je crois que c'est ce que tout le monde souhaite, effectivement. Mais vous n'êtes pas rentré dans le détail de congrès, gouvernement, quelles compétences. Vous allez le faire quand? Non, parce que je crois qu'on est aussi conscient, et pour ma part, je le suis, que la collégialité ne fonctionne pas. Si vous voulez, les provinces, elles demeurent, mais elles peuvent demeurer telles quelles, parce qu'elles sont effectivement stables, avec des pouvoirs qui ont des majorités. Parce qu'elles ont une majorité installée à chaque fois. Alors que, même si je suis très attaché, vous l'aurez compris, à l'institution pays et à la dimension unitaire de la Nouvelle-Calédonie, je constate quand même que la collégialité ne fonctionne pas. C'est comme si au gouvernement de la République française, on avait la France insoumise avec le Front National plus Macron. Ça ne marcherait pas du tout. Là, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut revoir le modèle. On est en train d'en discuter et en même temps, on ne va pas préciser les choses de manière vraiment millimétrée parce qu'on attend aussi l'adhésion et de Calédonie Ensemble et du Rassemblement qui vont chacun venir, je pense, avec leurs propositions également. Sur les compétences des provinces, quand même, il y a quelques idées. Notamment, on parle d'une compétence fiscale pour les provinces, c'est-à-dire que les provinces puissent elles-mêmes avoir leur propre fiscalité. C'est quelque chose sur lequel vous êtes d'accord ou pas encore, ça? Moi, je relativise la question. Alors, c'est mis sur la table. Ça va dépendre des compétences que vont avoir les collectivités. Par exemple, si la Nouvelle-Calédonie a la santé et l'éducation, c'est 2/3 des budgets publics. Donc, avoir une fiscalité dédiée aux provinces, alors que 2/3 des dépenses au moins sont à la Nouvelle-Calédonie, on comprend que ce n'est pas cohérent. Donc, la fiscalité va aussi dépendre de la répartition des compétences entre l'institution pays et les provinces. Parce que la fiscalité, c'est ce qui sert à financer les compétences. Donc si on donne la fiscalité aux provinces, elle touche l'argent, mais que la Nouvelle-Calédonie a 2/3 des dépenses, on voit bien que le bas blesse. Donc la fiscalité va beaucoup dépendre de la répartition des compétences, comme je le disais. Après, si par exemple les provinces ont la compétence de développement économique et qu'il y ait une partie de la fiscalité qui est liée au développement économique qui aille aux provinces, moi ça ne me choque pas plus que ça. Dans ce projet de pays intégré, il y a aussi la notion de peuple calédonien. C'est un peu surpris, c'est une notion controversée là aussi. Vous, en revanche, vous y êtes très attaché. Depuis toujours, nous, on porte la notion de peuple calédonien. Je comprends qu'elle soit controversée parce que un des grands partisans du contraire, c'est M. Bretonnier, que j'écoute avec beaucoup d'attention tous les vendredis après-midi sur votre antenne. La théorie de M. Bretonnier, c'est de dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a le peuple français, il y a le peuple kanak, et qu'on doit organiser la société en fonction de ces deux peuples. Sans aller, sans traduire sa pensée, dans le peuple kanak fait partie du peuple français aussi. Mais alors très bien. Même s'il est déterminé en tant que tel dans l'accord de Nouméa. J'ai envie de dire le peuple calédonien, il fait partie intégrante du peuple français. C'est-à-dire le peuple calédonien, pour moi, c'est la capacité à croire que en Nouvelle-Calédonie, le destin commun est possible. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que au-delà de nos divergences politiques sur l'indépendance ou pas, au-delà des difficultés que l'on a rencontrées ces dernières années où le racisme a été exacerbé, où les positions politiques sont très liées à l'origine ethnique, il y a une volonté de la part des Calédoniens de quand même se revendiquer en tant que Calédoniens, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine sociale, géographique, économique. Mais j'ai envie de dire, c'est une aspiration. Vous espérez que d'ici 1, 2, 3 générations, il y aura un peuple calédonien, mais qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de constater qu'il n'existe pas. Les gens vivent de façon différente. Il y a deux statuts déjà. Le fait qu'il y ait un statut civil coutumier. Oui, on revient là-dessus d'ailleurs. Dans notre projet, on ne veut qu'un statut, bien évidemment. Oui, parce que, comme vous le dites, on ne peut pas fonctionner dans un pays où il y a 2 droits et 2 statuts. Il faut le même statut pour tout le monde. Donc le peuple calédonien alors bien sûr qu'on aspire, mais en tant que tel. Est-ce qu'un peuple atteint un jour le paroxysme de son identité. Est-ce que le peuple français est aujourd'hui pleinement français ou est-ce qu'il reste encore des défis à faire? Bien évidemment que les choses se construisent dans la difficulté et dans le temps. Et personne ne remet ça en cause et on ne claque pas des doigts du jour au lendemain et puis d'un coup tout le monde sait mais on partage les mêmes valeurs, les mêmes coutumes. La question c'est la volonté politique ou pas. Est-ce qu'on part du principe qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 2 peuples qui sont incompatibles, 2 modes de vie qui sont incompatibles et qu'il faut organiser la société en fonction de cette incompatibilité-là? Ou est-ce qu'on travaille et on met les politiques publiques en place pour que le destin commun auquel moi j'aspire en tout cas puisse se réaliser comme on l'entend?
Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit travailler à un peuple calédonien parce que de toute façon, l'évolution du monde et l'évolution de la Nouvelle-Calédonie va dans le sens de ce mélange-là, de cet équilibre-là. Un peuple calédonien qui pour vous serait une composante du peuple français. Ah ben bien évidemment. Non mais ça, il faut... Il y a un traumatisme, je pense, dans la famille loyaliste. Non mais oui, mais c'est pour ça que je vous fais préciser oui, mais vous avez les raison. termes. Il y a un gros traumatisme dans la famille loyaliste, c'est d'associer la revendication culturelle à la revendication d'indépendance. Et ça, c'est lié à la stratégie des indépendantistes, de lier la revendication culturelle kanak à la revendication d'indépendance. Donc une partie de la famille loyaliste pense que plus on va s'affirmer en tant que Calédonien, plus on va mettre en avant notre identité, plus on va vouloir la partager avec les autres, plus on va vers l'indépendance. Mais alors moi, je peux vous assurer que je suis quand même très calédonien. Hein, je revendique cette identité, comme vous l'avez entendu. Je revendique ma calédonitude, mon histoire particulière, etc. Mais je suis fondamentalement opposé à l'indépendance et je le serai toujours. C'est-à-dire que je fais bien la distinction. Et il faut la faire entre la revendication identitaire, culturelle. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas la France métropolitaine, on est d'accord avec ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a envie de quitter la grande nation française avec ses valeurs, avec ce qu'elle représente au monde, son humanisme, son état de droit, ses valeurs de développement et de respect de liberté d'expression. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre se sentir pleinement calédonien et être un adhérent plein et entier de la grande nation française. Ben, vous le dites, il y a une espèce de traumatisme effectivement chez les non-indépendantistes sur ce terme de peuple calédonien. Vous avez fait du troc un peu entre vous, entre les républicains calédoniens, Génération NC et le MPC, je te donne les provinces et je prends le peuple calédonien, ou ça s'est passé comment? Non, vous savez, j'espère qu'on a dépassé ce niveau-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Sur la question institutionnelle, sur la question des provinces, j'aurais dit si on arrive à avoir un projet où ça ne soit pas une partition, où on ne divise pas les Calédoniens géographiquement et où la Calédonie demeure une et indivisible, ok, d'accord, on garde les provinces. Sur le peuple calédonien, je crois qu'on a eu cette discussion entre nous. Et finalement, on s'est dit, mais attendez, on va séparer l'identité de la culture politique. Et donc, je crois que Sonia Baquès, Gilles Brial et finalement tous ceux de la famille loyaliste se sentent calédoniens. Vous-même, vous êtes une calédonienne, Elisabeth Nord. Vous êtes arrivée en quelle année en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Nord? 85. 85, ben vous savez quoi? Vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis plus longtemps que moi. Vous êtes plus calédonienne que moi puisque je suis arrivé en 88. Mais j'en ai jamais douté. Non, mais vous voyez, je vous rassure. Donc vous-même, vous êtes calédonienne. Donc et finalement, à la fin, on se dit, bah oui, c'est vrai, on est calédonien. Voilà. On est calédonien, voilà. Est-ce que certains aspects de ce schéma institutionnel, selon vous, peuvent être recevables par les indépendantistes? C'est quand même l'idée. On en est toujours à essayer de trouver un accord politique pour sortir de l'accord de Nouméa. Est-ce que vous avez proposé un projet dont vous pensez vendre certains aspects aux indépendantistes, enfin négocier avec eux, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment des positions de départ, ils veulent l'indépendance, nous on veut un pays intégré? Je crois que l'idée, c'est quand même de démontrer aux indépendantistes qu'on a un projet, qu'on a une vision pour la Nouvelle-Calédonie, sans que ce soit fait pour qu'ils y adhèrent forcément, parce que ça voudrait dire que sinon on aurait commencé la discussion en faisant des grosses concessions. Moi, vous savez, j'ai toujours été partisan, et la famille loyaliste aussi, à ce qu'on commence les négociations de manière forte. Quand on veut vendre sa maison 40 millions, on ne vient pas à la table des négos pour dire je peux vous la lâcher à 35. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un projet fort, intégré à la République française, avec un dégel du corps électoral, on va en parler ensuite. Donc, est-ce que c'est recevable par les indépendantistes ? Je ne sais pas, on verra ce qu'ils disent de leur congrès, on verra l'axe qu'ils prennent, soit un axe constructif, soit un axe radicalisé. Moi, je crois que c'est d'abord notre projet loyaliste. Voilà, je crois que c'est d'abord le nôtre, c'est d'abord ce qu'on porte, c'est d'abord ce qu'on défend, c'est d'abord nos valeurs. Et je crois que c'était important qu'on puisse le poser. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce congrès du FLNKS ce week-end? Ils le font juste avant la venue du ministre, ou le ministre vient juste après leur congrès? On attend, comme tout le monde, on attend des réponses. On attend des réponses sur le positionnement de la famille indépendantiste, parce qu'on voit bien qu'eux aussi sont très divisés entre une Union calédonienne qui est très radicalisée et le Palika qui semble un peu plus constructif, même s'il reste de fervents indépendantistes. Donc je crois qu'on attend de savoir finalement l'équilibre qui aura été trouvé entre eux, parce que pour l'instant, la difficulté que nous, on a à Loyalis, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle avec les indépendantistes, puisqu'ils ne disent rien.
à part dire le troisième référendum ne compte pas, ok, d'accord, mais fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos revendications? Qu'est-ce que vous portez? On ne sait pas. À part les propos aussi terribles de Daniel Goa, qui sont plus de la provocation, on n'a pas derrière de vrais projets. On n'a pas derrière de réelles propositions. Donc c'est difficile pour nous de nous positionner, puisque en face, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on attend des réponses et on attend un positionnement clair du FLNKS. Gérald Darmanin doit a priori ouvrir les discussions bilatérales, en tout cas, avec les indépendantistes. Ça vous paraît être une étape importante? Ou est-ce que vous souhaitez que très vite, l'État mette tout le monde autour de la table? Écoutez, j'ai envie de dire, on attend depuis tellement longtemps que même si c'est au début des bilatérales avec le FLNKS pour lancer la machine, on est preneur. L'important, c'est que la machine démarre. J'ai l'impression qu'elle va démarrer. Des échos qu'on a, c'est que suite à ce congrès, le FLNKS sera disposé à discuter avec l'État. L'État, bien évidemment, comme d'habitude, est prêt à discuter et à avancer aussi. Nous, on est là, on attend, on est assis sur la chaise. Donc, j'ai l'impression que le voyage de Gérald Darmanin sera déterminant pour le lancement du début des discussions, le lancement réel du début des discussions. Alors, parmi les sujets d'actualité, vous le disiez, il y a la révision des listes électorales pour les provinciales. Bon, ça a lieu tous les ans. Cette fois-ci, les loyalistes et l'Avenir en Confiance ont clairement dit que le corps électoral était caduc après le troisième référendum et avec la fin de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'on va trouver une solution dans ce dossier? Parce qu'on a l'air d'être un peu dans l'impasse. Là, il y a vraiment deux positions diamétralement opposées. Les indépendantistes disent on ne touche pas au corps électoral tant qu'on n'a pas de nouvelles solutions politiques. Les loyalistes disent il faut tout de suite ouvrir le corps électoral. Moi, ce que je peux dire là-dessus sur la famille loyaliste, c'est que j'ai l'impression que certains considèrent que les loyalistes sont dans une posture sur le corps électoral. Mais on n'est pas dans une posture. C'est vraiment un des cœurs de notre bataille politique. C'est l'ouverture du corps électoral. On ne plaisante pas avec ça. J'entends toujours dire oui, chacun est dans leur posture, il faudra ensuite que dans les négociations, chacun quitte ses postures. Mais ce n'est pas une posture. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous dites ouverture, ça veut dire ouverture complète mais nous, on défend adaptation? L'ouverture totale du corps électoral. Sans aucune restriction. Mais bien évidemment. Donc, c'est le message. On ne peut pas dire ça dans les médias, avoir une position ferme sur le corps électoral, et puis repartir dans des commissions comme on fait d'habitude pour regarder qui a le droit de voter ou qui n'a pas le droit de voter. Non. C'est l'ouverture totale. Donc, nous, on va aller participer aux commissions spéciales pour dire on inscrit tout le monde. Et ça sera notre position du début à la fin. Il faut quand même savoir... c'est une question de dignité humaine. Depuis 1992, en France, aux élections communales, peuvent voter les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais. La France, elle permet ça aujourd'hui. Et il y a des gens, chez nous, des Calédoniens français, qui ne peuvent pas voter. On est là dans le contrat social ultime d'un pays. Entre je participe à la richesse publique, je participe à l'impôt grâce à mon travail et à ma cotisation, mon pays se développe et a des infrastructures publiques. Et en contrepartie, je choisis ses dirigeants. Nous, on a rompu ce contrat social-là en Nouvelle-Calédonie. Alors, on ne doit pas sous-estimer l'impact que ça a. Et donc, nous, il est hors de question qu'on puisse commencer la négociation en disant on va voir si on fait un truc glissant ou pas, et puis on va participer à des commissions pour continuer à faire vivre le corps électoral gelé. Non, ça c'est impossible pour nous. Les provinciales ont lieu en 2024. Pour être sûr d'avoir une ouverture du corps électoral, il faut modifier la Constitution. Comment est-ce qu'on peut modifier la Constitution dans l'état actuel? Déjà, il n'y a pas d'accord politique. Et puis, on voit mal, franchement, une réunion du Congrès à Versailles pour modifier la Constitution. Mais tout est une affaire de positionnement politique et de détermination à y arriver. Si les loyalistes disent, c'est quand même pas le dernier des partenaires de l'accord de Nouméa, les loyalistes, que nous n'irons à aucun accord politique sans dégel du corps électoral et on n'acceptera aucun nouvel accord politique et aucune nouvelle élection sans le dégel du corps électoral, on ne pourra pas ne pas le traiter. Il faut comprendre ça. Et donc, avant les prochaines élections, on réformera la Constitution pour permettre le dégel du corps électoral. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'État organise des élections et nous, on va organiser quoi? Des recours massifs de dizaines de milliers de citoyens qui n'auront pas le droit de voter sur la base du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne va pas arriver à ça.
L'État ne peut pas décemment organiser des élections avec un corps électoral gelé, avec la menace derrière de dizaines de milliers de recours, avec des députés à l'Assemblée nationale qui portent la voix des exclus, etc. Enfin, vous imaginez le truc. Donc, je crois que, alors pour donner un peu de sens positif, je crois que les indépendantistes en sont conscients, je crois que l'État en est conscient aussi. La question du corps électoral, ça sera quel équilibre on trouve. Mais si vous voulez, nous, on ne peut pas y aller en disant « bon, ça fera partie du deal global ». Non, c'est vraiment une position forte de principe politique que l'on défend. L'État, à votre avis, il est comment sur cette position-là? Est-ce qu'il va s'en emparer? Parce que pour l'instant, il a convoqué les commissions administratives spéciales comme si de rien n'était. Les experts de l'ONU sont venus, etc. quoi. Pour le coup, je crois qu'il y a l'État avec ses responsables politiques qui savent que le corps électoral doit être dégelé. Et puis il y a la mécanique administrative qui, elle, a continué son fonctionnement et qui a relancé les invitations pour les commissions. Voilà, je pense que les deux mondes, administratifs et politiques, ne se sont pas forcément parlé. Et puis c'est normal parce qu'ils n'ont pas forcément à se parler à ce niveau-là. Mais je crois que le positionnement politique de l'État est pour un dégel du corps électoral. Parce que... C'est l'un des points que vous aborderez avec Gérald Darmanin qui arrive la semaine prochaine? Oui, après, Gérald Darmanin, il connaît la position de tout le monde. Hein, et puis, il connaît aussi la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, même fondamentalement, au-delà de la Cour européenne des droits de l'homme, au-delà de la position des loyalistes, des revendications des associations comme Un cœur, une voix, il y a ce qui fait de nous des hommes politiques et ce pourquoi on se bat. Et comme je le disais, le corps électoral, c'est une question de dignité humaine. On ne peut pas accepter encore dans notre pays que des gens qui ont vécu plus longtemps que moi en Nouvelle-Calédonie ne puissent pas voter. C'est aussi simple que ça. Parmi les autres sujets qui font l'actualité politique calédonienne, la réforme du financement du ROAM. C'est un dossier chaud. Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter le texte proposé par l'éveil océanien, alors qu'on sait que beaucoup de gens sont opposés? Il va y avoir une manifestation mardi, a priori, à Nouméa. Ou est-ce qu'il faut essayer, et est-ce que c'est encore possible de trouver un consensus sur cette réforme? Puisque tout le monde est d'accord, il faut trouver un moyen de financer le ROAM. Non, mais je crois déjà que la réforme de M. Tocoumouli n'est ni faite ni à faire. Je crois qu'il a exploré, il a navigué vers des eaux qui avaient été jamais encore découvertes de la fiscalité. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que sa réforme du ROAM, c'est d'abord les plus petits qui payent le plus. Moins on gagne d'argent, plus proportionnellement, on va cotiser au ROAM. J'ai jamais vu ça. Hein. Le principe de base quand on fait de l'impôt, c'est l'équité. C'est l'équité fiscale. C'est-à-dire que ceux qui gagnent un peu plus d'argent participent un peu plus que ceux qui gagnent moins. C'est normal, tous les pays du monde font ça. Le contraire n'existe pas. M. Tocoumouli, lui, il a proposé le contraire. C'est extraordinaire. Il a été soutenu jusqu'à présent. Il y a quand même les indépendantistes. Figurez-vous que hier au Congrès, Madame Noir, a eu lieu une commission où nous étions, nous, représentés par Françoise Suvet, notre présidente de groupe, et pour le rassemblement, il y avait Virginie Ruffnac, où il a été proposé que le gouvernement reprenne la main sur cette réforme-là. Il a été proposé que M. Tocoumouli retire ses textes et que le gouvernement, qui est quand même le plus légitime à porter ce genre de réforme, reprenne la main et revienne sur le bureau du Congrès avec un plan global. Parce qu'on ne peut pas juste augmenter les recettes. C'est toujours trop facile, ça. En Nouvelle-Calédonie, c'est le mauvais réflexe que l'on a. C'est-à-dire, tiens, il manque 6 milliards, on va prélever les Calédoniens de plus 6 milliards. Plusieurs choses. Il faut aussi travailler sur les dépenses du RUAM. La CAFAT, je crois, a envoyé sur le bureau du gouvernement un document qui permet de faire quasiment 2 milliards d'économies en révisant certaines dépenses, certains abus, certains excès. Donc déjà, si on peut diminuer de 2 milliards les dépenses, ça fait au moins aller chercher dans la poche des Calédoniens. On entend que le gouvernement de Louis Mapou vient de trouver 16 milliards, comme par hasard. Enfin, 13, 12, 13, 14, 15, 16, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a plus d'une dizaine de milliards qui ont été trouvés sous le sabot d'un cheval au gouvernement. Alors, ça vient de la TGC en partie, mais pas que. Donc là, on a il va pouvoir boucler son budget en mars. Il va pouvoir boucler le budget en marche, puis surtout, il va pouvoir équilibrer le RUAM avec cet argent-là. Donc, si M. Mapou trouve de l'argent, et tant mieux, on l'en félicite, eh bien, on n'a pas besoin d'aller taper les travailleurs indépendants. Donc, on voit que si on travaille sur la réduction des dépenses, si on voit qu'il y a une augmentation des recettes de la TGC au niveau du gouvernement, et si on fait participer des impôts à assiette large comme la CCS, on va trouver l'argent pour le RUAM. On n'a pas besoin de taper sur les travailleurs indépendants. Parce que si les travailleurs indépendants cotisent moins que les salariés, ça a été fait
exprès parce que ça correspond à leur travail, ça correspond à leur mode de vie, ça correspond à leur volonté. Les travailleurs indépendants qu'on a rencontrés, ils nous le disent, nous, on n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas le droit d'être malade parce que si on est malade, on perd nos chantiers, on perd nos marchés. Donc nous, on n'a pas la bobologie. On est obligé d'être au boulot tous les matins. Donc c'est pour ça que ça a été pensé comme ça, cette réforme du RUAM. Et mettre tout à un taux unique, ça n'a pas de sens. Donc on va essayer de rechercher un consensus. Autre revendication, celle des fonctionnaires qui étaient dans la rue hier pour la revalorisation du point d'indice. Le gouvernement leur a dit c'est pas le moment, on n'a pas d'argent. Vous comprenez la revendication ? Je comprends la revendication. Forcément, les fonctionnaires d'État sont augmentés, pas les fonctionnaires calédoniens. On est devant le paradoxe calédonien. Hein. On a voulu l'autonomie. On a beaucoup de compétences. On a une fonction publique territoriale qui est massive. On a beaucoup de fonctionnaires qu'on paye bien. Et donc, quand il faut augmenter les salaires, ça coûte énormément d'argent. Et de l'argent qu'on n'a pas forcément. Donc, il y a un gouvernement qui gère un budget, et il y a de l'autre côté des fonctionnaires qui disent pourquoi les fonctionnaires d'État sont augmentés et pas nous. Et donc, la question qu'on doit se poser, je pense, à l'avenir, et c'est pour ça qu'on, dans notre schéma institutionnel, on en a parlé, c'est est-ce que la Calédonie peut supporter toutes ces compétences ? Est-ce que la Calédonie peut supporter de gérer toutes les compétences, sauf celles régaliennes ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de suivre l'ensemble de nos compétences au point qu'on hésite à augmenter nos fonctionnaires au même titre que ceux de l'État. Moi, par principe, je suis pour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une disparité dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Je pense que c'est important de mettre tout le monde au même niveau. Mais là encore, se pose la question des moyens. Et donc vous envisagez de rétrocéder éventuellement certaines des compétences. Ça, c'est aussi l'un des points forts de votre projet. En métropole aussi, l'actualité sociale est chaude avec la réforme des retraites. Vous soutenez bien sûr le projet du gouvernement, vous êtes député Renaissance ? Oui. Donc cette projet de réforme vous paraît adapté ? On a beaucoup dit que ce n'était pas le moment, que c'était un peu brutal, que ça manquait de concertation. On voit quand même qu'il y a une majorité de Français qui est opposée. Non, mais la réforme, je ne vois pas comment on ne peut pas la voter. Et encore, c'est du service minimum, là. L'engagement d'Emmanuel Macron, c'était 65 ans. Là, on est tombé à 64, en prenant en compte les carrières longues, c'est-à-dire qu'elles ne cotiseront que 43 annuités au lieu de 44. On prend en compte la pénibilité du travail, c'est-à-dire que les métiers pénibles partiront à la retraite avant. Il y a un moment donné, l'effondrement de la démographie en France et la baisse du nombre d'heures travaillées fait que le système ne marche pas, parce que c'est un système par répartition. Pour que le système marche, il faut quoi ? Il faut énormément de travailleurs qui travaillent et qui cotisent. Aujourd'hui en France, il y a moins en moins de gens qui travaillent parce que la démographie baisse. Il y a plus en plus de gens à la retraite parce que donc, du coup, la part de la population vieillissante augmente. Et ils sont passés des 39 heures aux 35 heures. Donc ça fait 4 heures en moins par semaine de cotisation. Donc à un moment donné, on ne peut pas moins travailler et avoir plus d'avantages. Ça n'existe pas. Enfin, vous voyez bien l'opposition qu'il y a aussi dans l'opinion publique qu'à l'Assemblée nationale. Oh, mais vous savez, si la politique c'était faire plaisir à tout le monde tout le temps, ça se saurait. Hein, et puis tout le monde voudrait faire élu. Hein. Mais il y a des fois, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Il y a des réformes qui sont lourdes à porter, mais qu'il faut le faire. Et je pense qu'il y a une partie des Français qui savent au fond qu'on est obligé de le faire. Qui ne sont pas par principe bien évidemment, parce que personne n'a envie de travailler plus longtemps dans la vie, mais ils savent bien que sinon le système s'effondre. Comment est-ce que vous avez vécu les débats à l'Assemblée nationale ? Ça avait l'air chaud, hein. Il y avait de l'ambiance quand même, avec notamment les députés de la NUPS ou de la France Insoumise. Là, je crois que les gauchistes de la France Insoumise confondent l'Assemblée nationale et la rue. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que malgré le fait que je porte haut les couleurs du peuple calédonien, chère Elisabeth Noir, je suis un amoureux de la République et de la France. Et pour moi, l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, et puis on va y représenter les siens. Vous voyez, moi, quand je suis à l'Assemblée nationale, je me dis toujours, je représente les Calédoniens. Et donc, il faut que je sois digne d'être leur représentant. Il faut que, quand ils me regardent aux images, à la télé, il faut qu'ils se disent, ils nous représentent fièrement. Et de voir qu'il y a des représentants de la nation française qui se comportent, mais de manière ahurissante. J'ai jamais vu ça, mais des insultes, hein, et on a traité un ministre d'assassin, d'imposteur. On n'est pas digne de sa fonction. Et moi, je crois qu'à partir du moment où on enlève la dignité aux institutions, on enlève la dignité à l'homme élu, à l'homme politique,
eh bien, finalement, il ne nous reste plus grand-chose, comme ciment de la nation. Le risque, c'est que ça retombe sur tous les élus et sur tous les députés aujourd'hui, non? Bah, La réputation ça de nous retombe l'Assemblée dessus est- tous, parce que tout le monde dit bah, c'est une foire à neuneux, vous êtes tous pareils, etc. Alors que la France Insoumise, ils sont 70 sur les 577. Ils font du bruit. Mais ils font du bruit et surtout, ils font n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que la réforme des retraites va finalement être adoptée? Ça a passé? Oui, Maintenant, je pense qu'on aura la majorité c'est au avec les Sénat, là, Républicains. actuellement? Elle est au Sénat, je pense qu'il y aura la majorité avec les Républicains, oui. Donc vous êtes optimiste sur ce point. Toujours. Je voudrais revenir sur l'actualité calédonienne avant de terminer cet entretien. Ça a été une actualité dramatique de ces derniers jours avec les attaques de requins. Oui. C'est un peu nouveau. Enfin, on n'avait pas l'habitude de tels drames sur nos côtes. Qu'est-ce que ça vous inspire et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? On a entendu la maire de Nouméa proposer de enfin, essayer de trouver des solutions avec à la fois les prélèvements administratifs faits avec la province et puis à la fois des filets anti-requins. Vous avez une solution, vous? Alors, c'est... à Génération ANC, il y a un gros clivage sur le sujet entre les pros et les anti. Donc, c'est Nicolas Mesdorf qui va s'exprimer. Moi, je pense qu'il faut tuer les requins bulldogs et tigres. Voilà, c'est aussi clair que ça. J'ai regardé les chiffres par curiosité. Depuis qu'on a mis en place les réserves, la protection des tortues et qu'on a classé aussi les requins bulldogs et tigres sur la liste des espèces à protéger, qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui l'étaient jusqu'ici, on a eu une explosion des attaques. J'ai fait des études de biologie. C'est ce qu'on appelle la relation proie-prédateur. Plus vous augmentez le nombre de prédateurs, plus vous augmentez le risque d'attaque. C'est aussi simple que ça. On peut pas nous expliquer que plus il y a de requins, moins c'est dangereux. J'ai entendu le spécialiste, là, M. Clua, qui était sur NC Première l'autre jour, qui nous expliquait qu'il ne faut pas parler d'attaque, c'est péjoratif. C'est pas parce qu'il y a plus de requins et c'est pas parce qu'on va en tuer plus qu'il y en aura moins d'attaques. Mais si, parce que s'il n'y a qu'un requin bulldog ou qu'un requin tigre dans toute la baie de Nouméa au lieu de 100, il y aura moins d'attaques. Donc, des fois, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. C'est aussi simple que ça. Il faut aller les pêcher. Alors, maintenant, on a tellement peur de se faire taxer d'anti-planète, d'anti-écologie, qu'on dit prélever. Mais moi, je ne veux pas les prélever, les requins. Je veux les pêcher, les attraper et puis les mettre hors d'état de nuire. Alors, pas tous les requins, tu as compris qu'on aime bien nos pointes blanches, nos pointes noires, nos requins léopards, nos requins dormeurs, on les adore. Et il faut les protéger. Mais les bulldogs et les tigres qui tuent les gens, et excusez-moi, mais ils ne les tuent pas dans la passe. Ils n'attaquent pas des surfeurs qui sont à des dizaines de kilomètres de la plage. C'est des gens en train de barboter au ponton. Au ponton. Non, j'ai fêté mon bac au ponton. On sautait du ponton, là, pour fêter le bac. Vous le feriez plus aujourd'hui? Non, bien sûr que non, que je le ferai plus. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'être des humains. On n'est pas en train de dire qu'il faut massacrer la faune et la flore. On n'est pas en train de dire qu'il faut massacrer les requins tout entiers. On dit juste que là où il y a du monde, et excusez-nous, Nouméa, c'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, il y a 200 000 personnes avec le Grand Nouméa qui vivent là, je pense qu'on peut s'épargner la présence de requins chez nous, à Nouméa, dans nos eaux où on se baigne. Voilà. Et en attendant d'avoir tué les filets anti-requins, ça vous paraît une bonne disposition pour moi, non, mais après, bien évidemment, toutes les protégées. mesures de prévention, la surveillance des baignades, les filets anti-requins, les alertes qu'on pourra mener, il y a des systèmes de drones aussi, comme en Australie. Bien sûr qu'il faut mettre tout ça en place, bien sûr. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi réguler. Il faut aussi réguler, parce qu'on régule bien les populations de cerfs, les populations de cochons en Nouvelle-Calédonie, il va falloir réguler les populations de requins bulldogs. J'ai vu encore, on est en train de créer un truc, le requin c'est un animal totem, j'ai jamais entendu ça moi en Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais vu une flèche fêtière où il y avait un requin dessus. Non mais on est en train de s'inventer des choses, le requin n'a jamais été totem en Nouvelle-Calédonie. Moi je connais la fable du poulpe et du rat, je connais pas le poulpe et le requin. Donc il y a un moment donné, d'abord l'homme, d'abord la protection des gens. Voilà. On a bien compris que vous étiez pour le prélèvement ou la pêche des requins. Merci Nicolas Mesdorf d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.